Ce soir à l'émission, équité salariale, la CNEST fait campagne. Bien, actuellement, en 2024, par exemple, le salaire moyen des femmes était de 9 % inférieur à celui des hommes. Et Saint-Placide prépare sa fête d'Halloween au village. C'est tout nous qui va monter la maison hantée de A à Z. En entrevue, je reçois le réalisateur Mathieu Trottier-Cavana pour son film Aux âmes patriotes. Encore aujourd'hui, près de 200 ans, il y a encore des choses qu'on débat et qui, à cette période-là, ils étaient en train d'en parler. Je m'entretiens également avec Sophie Archambault du collectif 0-25 ans à propos de la pièce La vie des autres. On voulait ramener la bienveillance au cœur de la communauté. Enfin, Étienne Saint-Laurent attire notre attention sur les événements à venir au cabaret BMO Sainte-Thérèse. Les apéros perfos, des 5 à 7 sympathiques, certains jeudis au cabaret BMO Sainte-Thérèse pour seulement 25 $. Les gens ont droit à une consommation, de la pizza et un spectacle extraordinaire. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 16 octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie d'Héloïse Lagacé. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Claude. Alors, l'écart salarial, c'est un truc qui est toujours pas réglé et la CNEST vient de lancer une toute nouvelle campagne publicitaire à ce sujet. Effectivement, Claude. Donc, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail a abordé justement l'écart salarial dans une toute nouvelle campagne publicitaire qui a commencé à être diffusée déjà depuis le 6 octobre et jusqu'au 2 novembre prochain. On peut l'écouter. Hello, hi. Have you heard from Luke? Yeah, I did. Okay, he's super happy with your new job. Big day ahead. Yeah, as usual. I have a lot of bills to manage. Even today, there's a real gap between men and women. A pay gap due to the undervaluation of women's jobs. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Together, we can fix this situation. Yes. Donc, cette publicité est aussi disponible sur YouTube et sur différentes plateformes. On parle de placement web, d'articles de contenu. Et puis, cette publicité-là vient en fait de besoin d'explication. La CNESST semblait penser que certaines entreprises comprenaient pas super bien l'idée justement d'équité salariale ou d'écart salarial. Et évidemment, il y a toujours un désir de sensibilisation de la part de la CNESST à ce sujet-là. Et j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST, pour en savoir plus. Oui, ben actuellement, en 2024, par exemple, le salaire moyen des femmes était de 9 % inférieur à celui des hommes. Donc, lorsqu'on parle d'équité salariale, c'est vraiment une valeur fondamentale qui est bien implantée dans la société québécoise. Ça ne date pas d'hier non plus. Hein. La loi sur l'équité salariale a été sanctionnée pour la première fois en 1996. Donc, c'est pas quelque chose là, qui est récent. Donc, ça fait longtemps. Par contre, il y a toujours une petite incompréhension là, qui demeure. Souvent, les gens confondent l'égalité salariale à l'équité salariale, ce qui n'est pas du tout la même chose, en fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence? Oui, mais en fait, c'est que l'équité salariale, ça vise à corriger la sous-évaluation des emplois féminins qui peuvent être causés par une discrimination qui est fondée sur le sexe. Tandis que l'égalité salariale, ben, c'est le concept qui consiste à accorder un même salaire à des personnes de sexe différents, mais qui effectuent le même travail. Donc, la différence est là. Pour certains, ça peut sembler une nuance. Oui, mais elle est drôlement importante, cette nuance-là. Elle fait toute la différence. Et il y a justement, comme le mentionnait M. Bégin, une sous-évaluation des emplois majoritairement féminins. Et ça s'explique généralement par le fait que certaines caractéristiques des emplois qui sont majoritairement féminins sont associées à des qualités qu'on considère comme naturelles pour les femmes, ce qui est faux. On parle, par exemple, d'écoute, de compassion ou de minutie et sont justement plus associées à des emplois féminins ou sinon des caractéristiques qui sont plus associées à des emplois masculins qu'on oublie de considérer pour justement des emplois plus féminins, là, par exemple comme la force physique. Donc, ça crée justement un très gros écart au niveau des salaires et il y a un encore plus gros écart au niveau des salaires pour les femmes qui sont immigrantes ou des femmes qui ne sont pas syndiquées. On parle d'un écart de 14 % au lieu du 9 % mentionné plus tôt. Et qu'est-ce qui est fait pour renverser cette tendance?
Oui, donc depuis 2009, la loi sur l'équité salariale exige que tous les 5 ans, il y ait une révision de l'équité salariale de la part des employeurs qui sont employeurs d'une entreprise de plus de 10 personnes. Pour assurer une continuité, en fait, des efforts pour atteindre l'équité salariale. On parle tout de même de plus de 23 000 entreprises au Québec, Claude, qui n'ont pas atteint justement cette équité salariale et qui ont du travail à faire là, cette année et en 2026 aussi. Et selon M. Bégin, le meilleur outil reste tout de même la sensibilisation pour réussir à informer les gens et à atteindre cette fameuse équité salariale que l'on désire. Bien, je pense que c'est de continuer à faire de la sensibilisation, à informer les gens. Hein. Lorsqu'on comprend mieux quelque chose, on a tendance à mieux l'appliquer aussi. Donc, c'est vraiment de ne pas lâcher l'affaire, comme on dit, puis de vraiment continuer à informer en matière d'équité salariale. On l'a déjà fait beaucoup, mais il faut continuer. C'est un travail qui se poursuit. Donc, nous, c'est sûr qu'on veut exercer un certain leadership là-dedans. On est la CNSST, donc l'équité salariale, c'est un dossier qui fait partie de notre mandat. Donc, c'est certain qu'on va poursuivre le travail là, pour s'assurer de réduire l'écart au maximum et de continuer à sensibiliser et à informer les gens. Bien évidemment, la CNESST offre plusieurs outils et plusieurs plateformes, en fait, pour informer la population à ce sujet. On parle évidemment de leur site web. Il y a le balado qui existe qui s'appelle La Juste Valeur. Sinon, il y a des formations, des webinaires et il y a des capsules vidéo offrant des conseils à l'intention des personnes salariées plus particulièrement. Et il y en a plusieurs autres. Plus tôt cette année, la CNESST avait lancé Mon équité salariale, qui est une solution en ligne sans frais qui permet aux entreprises de réaliser leurs travaux en matière d'équité salariale directement. Tout de même, on parle d'une loi qui a été adoptée en 1996. Merci Héloïse, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'Halloween à Saint-Placide. Absolument, à plus tard Claude. La ministre de l'Industrie et responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly, a annoncé le 14 octobre dernier des contributions de plus de 26 millions de dollars en soutien à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction résidentielle au Québec. La députée de Thérèse de Blainville, Madeleine Chenette, a profité de son passage chez Quadraplast pour souligner la contribution de 200 000 dollars offerte à l'entreprise par le gouvernement du Canada. Ce financement, attribué en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, permettra d'accroître l'offre de logements dans la région. Culture Laurentide invite la population à la 35e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides, le mardi 18 novembre au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts. Pour l'occasion, 9 prix et bourses seront remis à des personnes, organisations, municipalités ou partenaires du milieu culturel qui se distinguent par leur réalisation ou leurs engagements. Plusieurs finalistes proviennent des Basses-Laurentides comme Lucie Lachapelle d'Oka et Maryse Pépin de Saint-Eustache, toutes deux finalistes pour le prix Excellence, les éditions McGray et le Salon du livre de Mirabel pour le prix Organisme, de même qu'Evelyne Gauthier de Sainte-Thérèse pour le prix Passion. Aux âmes patriotes, c'est le titre d'un film réalisé par Mathieu Trottier-Cavana qui relate les derniers moments de la rébellion de 1837-1838. C'est aussi un projet de longue date qui aura mis plus de 13 ans à voir le jour dans sa version définitive. Le réalisateur est avec nous pour en parler. Mathieu Trottier-Cavana, bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'a pas idée à quel point cette histoire-là fait partie de notre ADN, jusqu'à quel point aussi les patriotes ont encore une influence sur ce qu'on est en tant que Québécois. Alors, pourquoi est-ce que ça vous intéressait, cette histoire-là, et sous quel angle est-ce que vous souhaitiez l'aborder? C'est sûr que quand on voit l'aspect de notre histoire qui est fascinante, et là après ça, l'aspect des patriotes, je trouvais que c'était tellement important parce que encore aujourd'hui, près de 200 ans, il y a encore des choses qu'on débat et qui, à cette période-là, ils étaient en train d'en parler. Exemple, l'égalité, le français, que ce soit même la laïcité. Séparation de l'Église et de l'État, ben oui, exact. On est en plein dedans. Et à chaque fois que je vois sur nos plaques, je me souviens, disons que le monde, des fois, se souvient même pas d'une dernière élection. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en parle, et surtout cet aspect-là. Les derniers moments, je trouvais que c'est plus crucial que nécessairement les origines, parce qu'après ça, c'était vraiment la division et vraiment raconter au plus large tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est sûr que juste un film, ça serait pas assez, mais... C'est un film, d'ailleurs, qui a toutes sortes de dimensions. D'abord, sur le plan de la forme. Hein. Vous faites cohabiter le théâtre et le cinéma. Il y a même un conférencier, à un moment donné, qu'on voit dans ce théâtre-là. Pourquoi avoir choisi d'aller dans ce sens-là? Je voulais vraiment que
on plonge dans l'histoire, pas juste on est dans un film et que ça soit plusieurs façons que soit présentée l'histoire, que ça soit via le théâtre, via les conférences, tu sais, que c'est toujours autant d'actualité, tu sais, même si c'est notre passé, c'est autant notre présent et notre futur. Alors, je voulais jouer vraiment sur cette partielle-là, même niveau caméra. Quand on est dans la période dans le temps, c'est avec une autre sorte de caméra que la période contemporaine. Je voulais vraiment que le monde voit la différence, mais que c'est tout le même sujet. Oui, la lumière change aussi. On croise aussi dans ce film-là des personnages historiques là, de Lorimier, Colborne, Papineau, Nelson. Il y a aussi cette milice-là qui est à mon sens méconnue, qui s'appelle les Frères Chasseurs. Comment elle est apparue dans cette bataille-là, cette milice-là? Au départ, c'était surtout pour aider le Parti patriote de Louis-Joseph Papineau parce qu'il y avait les loyalistes qui, eux, étaient surtout en mode essayer de détruire toute possibilité de réveiller le peuple à cette période-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu, on pourrait dire, comme des agents secrets qui aidaient la cause patriote qui s'appelait les Frères Chasseurs et qu'ils avaient même des signes pour se reconnaître subtilement. Et c'était quelque chose que je voulais montrer aussi dans le film. Comme je disais, juste un film de 2 heures, parce que le film dure 2 heures pile. Tu sais, j'en aurais pas eu assez pour vraiment tout raconter. Tu sais, comme exemple, James Perigo, c'est aussi un personnage historique interprété par Stéphane Crête, qui lui, pas beaucoup connu, mais c'est aussi un patriote, tu sais, qui a aidé Chevalier de Lormier. Alors, il y a plein d'affaires que je voulais raconter. Parmi dans la milice des Frères Chasseurs, vous avez inventé là, deux personnages qui sont les frères Beauchamp, Guillaume et Charles, qui n'ont pas existé, mais qui incarnent néanmoins 2 façons diamétralement opposées d'embrasser le conflit. Expliquez-nous. Oui, parce que t'sais, même encore aujourd'hui, peu importe qu'on parle de religion, politique, il y a toujours des conflits internes dans les familles. On peut pas être tous d'accord sur le même sujet. Alors, c'était ça que je voulais montrer, qu'il y en avait qui étaient pour la cause, mais qui étaient plus radicales, prêts à prendre les armes, et que d'autres un peu plus intellectuels, comme on va essayer de trouver une autre façon que juste politique, par le dialogue. Le film a été présenté ici et là, vous l'avez inscrit à différents festivals où il a remporté des prix. Quelles sont justement les qualités qu'on lui a reconnues dans le cadre de ces événements? C'est surtout au niveau de la caméra. On a beaucoup de plans séquences qu'on a fait, les costumes, surtout les décors. Ça, je suis très content parce que tous les décors d'époque, c'est tout dans des lieux historiques. Ça, c'est pour ça que ça a pris tant d'années, négocier avec le patrimoine canadien, parce que la plupart des places où on est allé tourner, c'est dans des musées. Et en plus, qu'on est une production indépendante, qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, alors c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, c'est l'aspect vraiment historique et que peu de monde connaissait. Et surtout à l'international, eux, quand on parle de révolution, ils pensent la France ou les États-Unis, pas nécessairement le Québec ou le Bas-Canada. Mais écoutez, en terminant, je signale qu'il y aura une projection de ce film-là qui s'appelle Aux âmes patriotes le 14 décembre à l'église, il y en aura d'autres avant, là, mais celle-là, on la mentionne, le 14 décembre à l'église de Saint-Eustache. 14 décembre parce que c'est la date anniversaire de la bataille de Saint-Eustache. Et cette église, c'est l'endroit où elle s'est terminée. Et tous les profits de la soirée seront versés à la Fondation Église historique de Saint-Eustache. Mathieu Trottier-Cavana, bon succès avec votre film. Merci. Merci d'avoir été là. Le parc linéaire Le Petit Train du Nord lance sa campagne de dons 2025 sous le thème « À la hauteur de votre bonheur ». L'objectif est d'amasser un montant de 5 000 $ en 10 jours. Cette somme permettra notamment d'assurer la coordination de l'entretien du sentier et des haltes, de préserver la biodiversité et le patrimoine du corridor vert et d'améliorer la signalisation et les installations. L'Association des producteurs de cidre du Québec invite la population à la 5e édition de la Grande Presse, qui se tiendra les 18 et 19 octobre dans plusieurs cidreries de la province, dont le Verger La Marche et Au Pied de Cochon, respectivement à Saint-Joseph-du-Lac et Mirabel. Cette édition s'inscrit dans un contexte d'engouement marqué pour la consommation locale, alors que les ventes de cidre québécois ont bondi de 33 % à la SAQ depuis avril. La Grande Presse est un événement qui permet au public de découvrir l'envers du décor de la production de cidre.
En compagnie d'Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations et des médiations chez le diffuseur Odyssène. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Vous nous parlez aujourd'hui, Étienne, de la reprise d'une formule qui avait bien fonctionné l'année dernière, qui s'appelle les apéros et perfos. Les apéros perfos. Des 5 à 7 sympathiques, certains jeudis au cabaret BMO Sainte-Thérèse pour seulement 25 $. Les gens ont droit à une consommation, de la pizza et un spectacle extraordinaire. L'objectif, c'est de faire découvrir le travail d'artistes dans un contexte décontracté et agréable. Pour chacun des spectacles, j'ai la chance moi-même de faire un Claude Desjardins de moi-même et de poser des questions à des artistes sur scène. Donc, une petite entrevue d'une quinzaine de minutes où on y parle de leur démarche, de ce à quoi on peut s'attendre durant leur prestation. Ça donne des moments intéressants, enrichissants et assez rigolos aussi. Prochain apéro perfo, c'est le 27 novembre avec Léon Volta, récipiendaire du prix Réseau Scène au Francouverte. Ça se poursuit le 26 février avec Sophia Duhem, qui offre un spectacle intime, chaleureux, un mélange lumineux de folk, rock et de chansons françaises. Le 16 avril, Anima Aura. Elle est venue il y a quelque temps déjà à notre lancement de programmation, le 11 septembre dernier. Coup de cœur du public. Originaire de Wendake, elle fusionne son héritage autochtone avec des sonorités modernes qui offrent un spectacle à la fois mystique et électrisant. La série se conclut le 7 mai avec Edwin Raphaël, un auteur, compositeur, interprète originaire de Dubaï qui est à Montréal et qui tisse... En fait, on dit de lui qu'il tisse une riche tapisserie de rêves et de souvenirs grâce à sa pop de chambre à la fois luxuriante et intimiste. Tout ça, je le répète, pour 25 $ par spectacle, ce qui, avec l'augmentation du coût de la vie, ferait assurément dire à Pierre-Yves McSween, oui, tu en as vraiment besoin. Ben voilà, et on salue l'ouverture, la disponibilité aussi des artistes qui participent à ça. Étienne, le cabaret BMO est également l'hôte de projection de films. On serait... est-ce que ça s'appelle encore Ciné-Gros? Ça s'appelle toujours le Ciné-Gros. Oui. Ce serait le plus vieux club, ciné-club au monde. Ben, au monde du Québec. Au monde du Québec. Comme ça, oui. Donc, un ciné-club qui fêtera cette année ses 75 ans, qui a débuté à l'époque au séminaire Sainte-Thérèse. Et ben, Odyssène a pris le relais par la suite. Cette année, ça va être une vingtaine de films qui seront présentés, rien de moins que le meilleur des films d'auteurs québécois ou des films qui ont été primés à l'international, tous à partir de 8 $ par film. Pour moi, une des choses qui fait la richesse du Ciné-Gros, c'est la présence d'invités. Donc, pour une projection sur deux, on a des réalisateurs, des directeurs photos, des artistes qui ont collaboré au film qui viennent pour discuter avec le public. Tout ça animé, je dois le dire, de main de maître par Éric Monpetit, qui est également professeur ici au Collège Lionel-Groulx. Dans les prochaines projections qui s'en viennent, on a le 29 octobre, Parmi les montagnes et les ruisseaux, en présence du réalisateur Jean-François Lesage, un documentaire sur l'exil de 2 artistes chinois qui résident dans une forêt mystérieuse. Le 19 novembre, on aura la comédie romantique Amour Apocalypse de la réalisatrice Anne Aymon. On a aussi 2 projections. Vous savez que Sainte-Thérèse a une ville jumelle en France. Absolument, la ville d'Annecy, bravo, située dans le nord des Alpes. Il y a un immense festival d'animation. À Annecy, il y a un partenariat avec la ville de Sainte-Thérèse, ce qui fait que nous, on accueille le meilleur des courts-métrages d'animation pour adultes. Ce sera présenté le 5 novembre. Je dis pour adultes, pour tous âges. Là, on n'est pas dans des films 3X, évidemment. Ça fait plusieurs années que ça dure, c'est un succès. C'est assurément un succès. Il y a même une version pour enfants qui sera présentée le 7 décembre prochain. On peut voir du théâtre aussi chez Odyssène. Ouais, c'est une formule qu'on développe un peu. Donc, au cabaret BMO, ambiance un plus intime, proximité. Il y a une offre de théâtre qui existe pour ça, plus décontractée, formule 5 à 7, 23 octobre prochain. Michel Faubert et Bernard Falaise avec le spectacle La Chapelle Ardente. C'est à mi-chemin entre le conte, la musique actuelle, le folklore, tout ça à quelques jours de l'Halloween, un spectacle qui est un peu mystérieux, qui nous plonge au cœur d'un Québec ancien et mal connu. Le 12 novembre, Michelin, avec sur scène Michel-Maxime Legault, mis en scène par Marie-Thérèse Fortin, un spectacle solo où on parle d'identité, de famille, d'appartenance, de bienveillance, tout ça à travers le récit dans lequel Michel-Maxime nous raconte son enfance sur la ferme familiale à Saint-Polycarpe.
13 février, le spectacle Possession, un texte de François Archambault avec Marie-Hélène Thibault et Marc-André Thibault. On y suit le personnage de Marc qui doit jongler avec plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, rencontre sa conseillère financière qui est soudainement possédée par le fantôme de sa mère. Donc, un spectacle qui parle de deuil, d'humour et de la vie au-delà des contraintes matérielles. Toujours excellent, la plume de François Archambault. On l'adore. On l'adore. Un dernier spectacle peut-être, le 11 mars prochain, Frétillailles Agile de Jocelyn Sioui, qui redonne vie à l'improbable héros Wendat Outsick. Un spectacle où lui est sur scène, mais il y a également une artiste de sable dont le travail est filmé et projeté à l'arrière, donc qui peut donner vie à tout ce qui est raconté par l'artiste. Bref, il faut venir voir ces spectacles-là. Merci, Étienne. Merci. Le collectif 025 ans vous invite à assister gratuitement à la pièce La vie des autres, une œuvre produite par le théâtre Parmi nous et qui sera présentée à Saint-Jérôme le mardi 21 octobre. Pour en parler, je reçois Sophie Archambault, qui est coordonnatrice du collectif 025 ans. Bonsoir, Madame Archambault. Bonsoir. Le collectif, donc, c'est un organisme qui est relativement jeune, 5 ans. Je vais quand même vous demander de nous en rappeler la raison d'être et la mission. Tout à fait. Donc, le collectif, c'est une table de concertation qui rassemble tous les acteurs qui veulent le bien-être des jeunes et des familles sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Nord et du Nord de Mirabel. Donc, notre but ensemble, c'est d'apprendre à se connaître en tant qu'organisme, à se reconnaître en tant que professionnel et à travailler ensemble vraiment pour le mieux-être des jeunes et des familles. D'accord. Bon, le mieux-être, le bien-être de la communauté, c'est aussi au cœur de la mission du théâtre Parmi nous, qui fait du théâtre d'intervention sociale depuis au-delà de 50 ans. La pièce qui est proposée s'intitule « La vie des autres » avec en sous-titre « Comment se mêler des affaires de son voisin ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette pièce-là et pourquoi vous souhaitiez la présenter au public de la région? Super. Donc, on voulait la présenter parce que on a dans notre planification stratégique de communauté pour les jeunes et les familles, un axe qui s'appelle implication citoyenne. Et on voulait ramener la bienveillance au cœur de la communauté. Ouais. En fait, c'est quelque chose que on entend parler, mais pas si souvent. Puis comment l'appliquer dans la société. Puis on voulait sensibiliser la population par rapport à ça. Puis on trouvait que cette pièce de théâtre-là, qui a une touche d'humour, pouvait amener une façon facile de comprendre c'est quoi de prendre soin de son voisin. C'est quoi de réfléchir au-delà de soi, mais de réfléchir au bien-être collectif aussi, mais c'est de contribuer au bien-être collectif par une action individuelle. Vous dites ramener la bienveillance parce qu'elle n'est plus là, elle est partie? On dirait qu'on en entend de moins en moins parler. Dans les réseaux sociaux, on entend plus parler de discours haineux et tout ça. Nous, on veut ramener la bienveillance comme un moyen d'avoir une collectivité en santé, un moyen d'avoir de la santé mentale aussi au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment le moyen qu'on s'est trouvé là, pour le mieux-être. La pièce, bon, vous l'avez dit, on aborde des sujets sérieux via l'humour, on rigole. Elle sera suivie d'une discussion, cette pièce-là. Les thèmes qui sont abordés dans la pièce, solidarité entre voisins, vous l'avez dit, l'importance du contact humain, l'isolement, mais surtout l'importance puis on revient à ça, de se préoccuper de son entourage. Je veux pas vous faire anticiper de quoi on discutera le 21 octobre, mais comment, généralement, de façon générale, vous les abordez, ces questions-là, au collectif? En fait, c'est le comité implication citoyenne qui s'est occupé d'organiser toutes ces questions-là. Et je ne voudrais pas casser des punchs, excuse pour l'expression. Donc, je vais pas nécessairement amener les points de discussion là qui vont être amenés. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cette pièce de théâtre-là et de la façon que le comité veut l'apporter, c'est qu'après avoir reçu la pièce de théâtre, ils veulent en discuter pour que les gens puissent réfléchir comment ils veulent, eux, manifester la bienveillance dans leur vie, parce qu'il y a plein de façons de manifester la bienveillance. Et en plus de ça, pour les aider à manifester la bienveillance, on va avoir des kiosques d'organismes qui peuvent les aider, favoriser finalement leur implication dans la société. Ça va être soit pour du bénévolat, soit pour s'impliquer auprès des jeunes, etc. Il y a un troisième joueur dans cette aventure-là qui est le réseau d'éclaireurs en santé psychologique du CIS des Laurentides. Tout à fait. Quelle est la nature de cette collaboration? En fait,
on trouvait que les éclaireurs, c'est une très bonne façon de prendre soin de son voisin. Parce que les éclaireurs, c'est un programme du Centre intégré santé et services sociaux qui permet aux citoyens d'être les yeux sur le terrain pour détecter la détresse psychologique. Donc, ces personnes-là sont formées simplement à être capables de discerner les petits signaux qui sont des fois très subtils, qui va permettre après ça à faire une référence à ces personnes-là, ne pas laisser ces personnes-là seules dans leur détresse psychologique, les accompagner vers les ressources qui vont leur donner de l'aide. Bon, écoutez, en terminant, je précise que votre terrain de jeu, c'est la MRC de la Rivière-du-Nord et une partie, la partie nord de Mirabel. Exact. La représentation de cette pièce-là, c'est le 21 octobre. C'est gratuit, mais il faut réserver son billet. Oui. Il y a un lien là qu'on voit en bas de l'écran là, par lequel les gens doivent passer pour aller s'acheter leur billet. Oui. Alors, écoutez, Sophie Archambault, bon succès pour cet événement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On est de retour avec Héloïse Lagacé. La fête de l'Halloween à Saint-Placide sera soulignée d'une façon particulière cette année. Effectivement, Claude, je me suis rendue à Saint-Placide pour découvrir sa programmation du 31 octobre et ça semble être un événement d'envergure qui s'annonce. On peut écouter un reportage là-dessus ce soir. Cette année, on veut fêter ça en grand parce que ça tombe un vendredi soir. Donc, on a toujours la maison hantée qui va être présente, les concours de costumes, les concours de balles de foin. Mais cette année, on fait un flash mob. Fait que s'il y en a qui se demandent c'est quoi un flash mob, c'est que tout le monde du grand public ont appris dans le dernier mois, grâce à la chorégraphe, une chorégraphie sur la chanson Trailer de Michael Jackson. Et on invite tout le public, autant ceux qui veulent le voir que ceux qui veulent participer, à venir danser tout le monde en même temps à 19h le vendredi 31 devant l'église. Je me suis vraiment fiée à la vidéo originale de Trailer, mais j'ai juste simplifié les mouvements et puis j'ai enregistré step by step tout comment faire. J'ai fait le tutoriel, je l'ai mis en ligne, puis vous pouvez suivre, ça prend environ 40 minutes là, à apprendre. Vas-y à ton rythme, c'est assez facile, faites-vous confiance, puis sinon, moi je vais être là en avant pour que les gens puissent me suivre, donc n'hésitez pas à essayer quand même. Pour apprendre justement toute la chorégraphie au complet, il est en ligne sur la municipalité, mais il est en ligne aussi sur tous les réseaux sociaux, puis on l'a partagé dans toutes les spot-aides possibles parce qu'on veut vraiment que ce soit le monde vienne en grand nombre pour participer à l'événement. La municipalité s'engage à aussi appuyer pour la maison hantée, qu'autant que tout ce qui concerne l'implication de Martine, les photos, les balles de foin, on s'organise pour tout faire la publication et aussi approvisionner les gens en leur fournissant le matériel, ce qui fait que ça donne un beau décor et beaucoup d'implication dans toute la municipalité. Puis que moi aussi, avec mon équipe aux travaux publics, c'est tout nous qui va monter la maison hantée de A à Z dans des courts délais. Puis par la suite aussi l'implication, on fait la décoration comme vous pouvez voir un peu ici à l'arrière, les points d'accès, l'église et tout. Fait que depuis, ça nous prend environ des bonnes semaines d'ouvrage à se mettre là-dessus pour faire évoluer ça. Là. Tout a commencé il y a environ 5 ans avec la COVID, quand on a dit comme quoi que ça se peut que l'Halloween soit arrêtée. Donc, les activités pour les enfants, je pense que c'est important. Puis les enfants, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient tout petits, parce qu'ils ont l'âge de Vincent, ils ont l'âge de Jenny en ce moment, mais quand ils étaient tout petits, on courait un peu partout, justement, pour faire les maisons en maison. Maintenant, c'est pas toutes les maisons qui rouvrent, puis maintenant, le monde a tendance à s'en aller ailleurs qu'à Saint-Placide. Donc, on veut ramener ça à Saint-Placide. On veut que ça revienne le gros party pour le 31, tout ça pour les enfants. Le concours des balles de foin, c'est un concours qui se fait un petit peu avant, parce que c'est pour inviter la population, justement, mais la population de Saint-Placide, autant les organismes, autant les entreprises que les agriculteurs, à participer au concours pour décorer une balle de foin. Une grosse balle de foin, pas les tout petites, là, vraiment les grosses. Et après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va prendre les photos de ces balles-là et on va demander au grand public de voter pour justement encourager les personnes qui vont s'avoir inscrites. Ils vont gagner un prix qui va avoir été donné par un commanditaire ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a le concours de costumes. Ça se passe le soir même. On invite tout le monde qui sont costumés à venir se faire prendre en photo. Et toutes les photos vont être publiées sur les réseaux pour justement que le grand public puisse voter. Les catégories, c'est 5 ans et moins. Ensuite, on a de 6 à 13 ans. 13 ans et plus, ça se trouve avec les adultes. Et on a les groupes. On a aussi la catégorie animaux, mais cette année, ça va se faire une semaine avant en collaboration avec le Centre canin de Saint-Placide. On invite tous les propriétaires d'animaux de venir avec leur animal costumé pour se faire prendre en photo.
C'est certain qu'au début, quand on a commencé le projet, c'était seulement quelques personnes de Saint-Placide. Après ça, de plus en plus, on s'est aperçu qu'il y avait du monde dans les secteurs voisins qui sont venus aussi. L'année passée, on avait quand même plus de 300 personnes qui sont venues. Donc, on s'en attend au moins le double cette année. On souhaite le double cette année. Et en plus, cette année, on fait un petit clin d'œil à l'agriculture parce qu'on va avoir, on appelle ça le cimetière des tracteurs. Donc, il va y avoir des tracteurs qui vont être stationnés dans le stationnement de l'église. Et dans les pelles de ces fameux tracteurs-là, il va y avoir des friandises. Donc, on s'entend vraiment quelque chose d'avoir un impact assez particulier, assez spécial. Et puis, on est une municipalité agricole, donc c'était une façon pour nous autres en même temps de passer le message. On a aussi le concours de décoration de maison. Ce concours-là, il sert à inciter les personnes qui sont dans le noyau villageois à décorer et à donner des bonbons. En s'inscrivant, ils vont apparaître sur une carte virtuelle. Cette carte virtuelle-là va être disponible en ligne pour que les gens puissent savoir dans quelle maison ils peuvent aller pour sonner, sur quelle rue, où est-ce qu'ils sont exactement. Donc, comme ça l'aide. L'année passée, il y a quand même eu 33 maisons qui se sont inscrites. On s'attend un petit peu plus encore cette année. Merci, Héloïse. On se revoit mardi prochain. À mardi prochain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter la totalité de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.